Imaginez la scène, Californie du Sud, 1953. Les gradins vibrent, l'air sent l'huile brûlée et la poussière sèche. Sur la piste, des Chrysler EMI rugissent comme des bêtes de guerre, des moteurs qui coûtent plus cher qu'une maison ouvrière, pilotés par des hommes sûrs d'eux, bronzés par le soleil du désert. Puis quelque chose d'étrange se produit. Un roadster cabossé, couvert d'après gris, s'avance vers la ligne de départ. Sous le capot, un vieux Ford Flathead, le moteur que tout le monde avait enterré depuis belle lurette. Au volant, un gamin de 17 ans, maigre comme un clou. Les propriétaires de EMI ricanent, 12 secondes plus tard, il ne rime plus. Abonnez-vous, vous ne voudrez pas rater ce qui suit. Ce que personne ne savait encore, c'est que sous ce capot se cachait une révolution. Pas un moteur de course hors de prix, pas une technologie développée par des ingénieurs diplômés dans des laboratoires climatisés. Non, un système d'injection carburant assemblé à partir de pièces de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, acheté pour $75 dans un cimetière militaire. Ce jeune homme s'appelait Stuart Hilborn, et ce jour-là, il allait redéfinir pour toujours l'histoire du sport automobile américain. Pour comprendre l'ampleur de ce qu'il a accompli, il faut plonger dans l'Amérique de 1953. La guerre de Corée venait de s'achever. Eisenhower régnait sur la Maison-Blanche, et dans les grandes étendues sèches du sud de la Californie, une génération entière de jeunes hommes se retrouvait chaque week-end sur des pistes improvisées pour répondre à une seule question: qui va le plus vite ? La hiérarchie était impitoyable. Au sommet trônaient les propriétaires de Chrysler EMI 330 et 1 pouce cube, ces V8 qui crachaient 180 chevaux d'usine et coûtaient $800 de l'époque, soit environ $10 000 aujourd'hui, rien que pour le bloc moteur. En dessous venaient les Oldsmobile Rocket 88, puis les Cadillac. Et tout en bas de l'échelle, méprisés et marginalisés, les conducteurs de Ford Flathead. Le Flathead FIC-8 avait pourtant été une révolution à sa naissance en 1932, mais 21 ans plus tard, Ford lui-même l'avait abandonné. Les nouveaux moteurs à soupape en tête de General Motors et Chrysler produisaient davantage de puissance, montaient plus haut dans les tours et répondaient mieux aux modifications. Un EMI préparé pouvait frôler les 250 chevaux. Un Flathead poussé dans ses derniers retranchements atteignait péniblement 150. Sauf que le Flathead possédait un avantage que personne ne mentionnait jamais, sa simplicité en faisait le cobaye idéal pour des expérimentations radicales. Et Hilborn allait le prouver de la façon la plus fracassante qui soit. Stuart Hilborn avait grandi à Linwood, en Californie, dans l'effervescence de l'après-guerre. Son père était mécanicien, il avait travaillé sur des bombardiers B-17 pendant le conflit. Le jeune Stuart avait tout absorbé, tout enregistré. À 15 ans, il construisait des moteurs dans le garage familial. À 16 ans, ses économies amassées grâce à un petit boulot lui avaient permis d'acheter un Roadster 1932 équipé d'un Flathead fatigué. Et c'est là que l'obsession avait commencé. Le problème qui le rongeait, c'était l'alimentation en carburant. Chaque passionné de hot rod le savait. Les carburateurs étaient une technologie compromise. Leur fonctionnement reposait sur l'effet Venturi. Le flux d'air aspirait le carburant à travers des gicleurs. Ça marchait à régime stabilisé. Mais à l'accélération franche, le carburateur ne suivait plus. Le mélange devenait trop pauvre, puis trop riche, puis trop pauvre à nouveau. La puissance chutait, les moteurs claquetaient, les pistons fondaient, les pilotes avaient tout essayé, plusieurs carburateurs, des carburateurs plus gros, des gicleurs de toutes les tailles, rien ne résolvait le problème fondamental. Le carburateur était un dispositif passif, réactif, esclave du flux d'air. Ce dont les moteurs avaient besoin, c'était d'une injection active et précise, capable de délivrer exactement la quantité de carburant nécessaire à chaque cylindre, à chaque milliseconde. Or Hilborn savait que cette technologie existait déjà. Il l'avait vue de ses propres yeux, sur les B-17 de son père. Les avions militaires utilisaient l'injection mécanique précisément parce que les carburateurs ne fonctionnaient pas en haute altitude. Les systèmes Bendix montés sur ces bombardiers utilisaient une pompe mécanique pour projeter le carburant directement dans les tubulures d'admission, sans venturi, sans dépression, juste une livraison précise et maîtrisée, pilotée par la position des gaz et la vitesse du moteur.
Les cimetières d'appareils autour de Los Angeles débordaient de pièces de bombardiers en 1953. L'armée américaine avait construit 12 630 et un B-17 pendant la guerre. Des milliers avaient été mis à la ferraille. Leurs moteurs, des Wright Air 1820, Cyclone et des Pratt et Whitney Air 1830 Twin Wasp, avaient été fondus pour récupérer l'aluminium. Mais les composants d'injection carburant, personne n'en voulait. Trop complexes, trop spécifiques aux moteurs radio, inutilisables en automobile. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Hilborn passa des semaines à fouiller le surplus de la Douglas Aircraft à Long Beach. Il y trouva des pompes d'injection Bendix pour 75$. Pompes, injecteurs et tringleries de commande compris. Pour mettre les choses en perspective, un carburateur Stromberg 97, la référence du Hot Rod, coûtait $40. Hilborn en acheta 3 systèmes complets. De retour dans son garage, il se retrouva face à un cauchemar d'ingénierie. Le système Bendix était conçu pour un moteur radial à 9 cylindres, tournant à 2500 tours par minute. Il devait le faire fonctionner sur un V 8 à 8 cylindres, susceptible de monter à 5000 tours. La pompe elle-même était un chef-d'œuvre de complexité mécanique. Elle utilisait un plateau oscillant entraîné par le moteur pour actionner 9 plongeurs individuels, chacun alimentant un cylindre. La pression de carburant était régulée par un venturi de charge mesurant le débit d'air et ajustant la pompe en conséquence. La première modification de Hilborn était d'une simplicité brillante. Il retira un plongeur, il n'en gardait que 8 pour son V8, mais le plateau oscillant était profilé pour 9 cylindres. Avec 8 plongeurs, les impulsions de carburant auraient été irrégulières. Sa solution, il réussina le profil de came du plateau, convertissant en quelque sorte la pompe du calage d'un moteur radial au calage d'un V8. Venait ensuite le problème de la pression. La pompe aéronautique délivrait le carburant à 25 bars minimum, car les énormes cylindres d'un moteur de bombardier en réclamaient des quantités importantes. Les petits cylindres du flathead auraient été noyés à cette pression. Hilborn conçut un système de dérivation avec un régulateur de pression ajustable fabriqué à partir de raccords hydrauliques récupérés. Ce dispositif lui permettait de calibrer précisément la pression requise à chaque régime. Mais la vraie innovation se jouait au niveau des injecteurs. Les gicleurs Bendix étaient prévus pour pulvériser du carburant dans d'immenses cylindres d'avion. Hilborn avait besoin d'une atomisation précise dans les minuscules tubulures d'admission du flathead. Il passa des semaines à expérimenter différentes géométries d'injecteurs, alésage, déflecteur, angle de pulvérisation. Chaque modification exigeait des essais sur piste, des lectures de bougies, des mesures de température d'échappement. La percée arriva quand Hilborn comprit qu'il pouvait exploiter la dépression du D-moteur pour favoriser l'atomisation. En positionnant les injecteurs exactement au bon endroit dans les tubulures, là où la dépression était maximale pendant la phase d'admission, il obtenait une atomisation comparable à celle d'un carburateur, mais avec la précision de l'injection directe. Le premier test au banc moteur fut une révélation. Un flathead de série produisait environ 85 chevaux. Avec les modifications classiques du hot rod, culasse haute compression, arbre à came de performance, double carburateur, on pouvait espérer 130 chevaux. Le flathead injecté de Hilborn, avec les mêmes modifications de base, en affichait 165. La différence venait entièrement de l'alimentation. Un mélange parfait à chaque régime, sans creux, sans hésitation, une montée en puissance lisse et linéaire d'une régularité absolue. Mais la puissance brute n'était que la moitié de l'histoire. L'avantage décisif se révélait dans la réponse à l'accélération. Les moteurs à carburateur souffraient d'un retard inhérent. Quand on écrasait l'accélérateur, il fallait quelques fractions de seconde pour que le flux d'air accru crée assez de dépression pour aspirer davantage de carburant à travers les gicleurs. L'injection mécanique de Hilborn répondait instantanément. La pompe était directement liée à la pédale des gaz. Plus de gaz signifiait plus de carburant. Point final. Pas de délai, pas d'attente, que la physique veuille bien coopérer.
Ce détail transformait radicalement les départs. En 1953, le drag racing était primitif. Pas de feu de départ électronique. Un starter se plaçait entre les voitures et abaissait un drapeau. Le temps de réaction était tout. Les voitures à carburateur trébuchaient une fraction de seconde lorsqu'on enfonçait à fond l'accélérateur. Ce trébuchement pouvait représenter la différence entre victoire et défaite. Le flathead injecté de Hilborn, lui, s'arrachait de la ligne comme un boulet de canon. La première fois que Hilborn se présenta au Paradise Mesa Drag Strip, personne ne le prit au sérieux. Son roadster avait l'air négligé. Peinture d'après, pneus dépareillés, et cette étrange rampe d'admission hérissée de tubes à la place des carburateurs habituels. Les pilotes de Hemi tournaient dans les 13 secondes basses au quart de mile. Les flatheads rapides plafonnaient à 14 secondes élevées. Hilborn prit le départ face à un Ford 32 équipé d'un Hemi 331. Deux voitures similaires, mais 5 fois l'investissement moteur en faveur de l'adversaire. Le drapeau s'abaissa. Le Hemi trébucha une fraction de seconde. Le flathead de Hilborn explosa vers l'avant. À 30 mètres, il avait une longueur d'avance. Au 8e de mile, 3 longueurs. La puissance supérieure du Hemi en bout de piste commença à combler l'écart, mais trop tard. Hilborn franchit le quart de mile en 12,8 secondes à 185 km/h. Le Hemi fit 13,2 secondes à 180 km/h. La communauté du hot rod explosa de stupéfaction. Comment un flathead avait-il battu un Hemi ? La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre à travers toute la Californie du Sud. Le week-end suivant, une file de pilotes attendait pour examiner son installation. Hilborn ouvrit le capot et expliqua le système. La plupart refusèrent de croire. L'injection carburant, c'était de la technologie spatiale. Les meilleures équipes de NASCAR n'arrivaient pas à la maîtriser. Comment un adolescent avait-il réussi là où elles avaient échoué ? La beauté technique de ce qu'avait accompli Hilborn résidait dans un principe fondamental. La pompe Bendix utilisait un principe volumétrique. Chaque rotation délivrait exactement la même quantité de carburant, modulée uniquement par la pression de commande. Hilborn pouvait calculer avec précision la quantité de carburant entrant dans chaque cylindre à n'importe quel régime. Il avait créé ce qu'on appelle aujourd'hui une cartographie carburant, sauf qu'il le faisait avec des tringleries mécaniques plutôt qu'avec des calculateurs électroniques. Le plateau oscillant de la pompe était entraîné à la moitié de la vitesse moteur via une réduction d'engrenage. À 5000 tours, la pompe tournait 2500 fois par minute. Chaque rotation actionnait séquentiellement 8 plongeurs, soit 20 000 événements d'injection par minute ou 333 par seconde. Chaque injection durait environ 0,02 secondes. La pression de carburant était de 1 bar au ralenti, montant à 3 bars à pleine charge. Comparons avec la livraison d'un carburateur. Un Stromberg 97 possédait 3 gicleurs principaux d'un diamètre de 1,4 mm. Le débit dépendait entièrement de la dépression dans le collecteur qui variait considérablement en cours d'accélération. À 5000 tours, les pulsations de dépression créaient des ondes stationnaires dans la cuve à carburant. Ces ondes faisaient osciller le niveau de carburant, modifiant en permanence la section effective des gicleurs. Le mélange pouvait varier de 21% d'un cylindre à l'autre. L'injection de Hilborn maintenait la régularité du mélange dans les 2% sur les 8 cylindres. Cela lui permettait de monter en taux de compression sans détonation. Les flatheads à carburateur plafonnaient à 8,1 pour 1 avec de l'essence ordinaire. Hilborn tournait à 9,5 pour 1. Ce seul rapport de compression supplémentaire valait 15 chevaux. Le système d'injection réglait aussi le talon d'Achille du flathead, la surchauffe. Sur ce moteur, les tubulures d'échappement traversaient le bloc moteur juste à côté des cylindres. Le résultat était une tendance chronique à surchauffer. L'excédent de carburant fourni par le carburateur assurait une certaine fonction de refroidissement, mais au prix de la puissance et de la consommation. Hilborn pouvait désormais alimenter exactement le mélange optimal pour la puissance, sans utiliser le carburant comme agent de refroidissement. Il élargit les passages d'eau dans ses culasses et installa une pompe à eau de plus grande capacité. Problème résolu.
En quelques mois, des pilotes commencèrent à lui proposer des sommes sérieuses pour équiper leur moteur. Il était encore lycéen, assemblant ses systèmes dans le garage de ses parents après les cours. Chaque installation lui demandait une quarantaine d'heures de travail. Il la facturait $350, moins de la moitié du prix d'un moteur EMI, mais une somme considérable pour un adolescent en 1953. Mais Hilborn n'était pas satisfait des pompes de surplus militaire, trop complexes, trop lourdes, nécessitant trop de modifications. Il commença à concevoir sa propre pompe, spécifiquement développée pour l'automobile, fini le plateau oscillant. Il adopta un système à plongeur entraîné par une came, similaire aux pompes d'injection diesel. Le calage de l'injection devenait réglable. Les injecteurs existaient dans plusieurs tailles, pour différents moteurs. Et surtout, le système était conçu pour être entretenu par un préparateur de hot rod, pas par un mécanicien de l'aviation. La pompe Hilborn de première génération était révolutionnaire. Elle pesait 8 kg contre 20 pour la Bendix modifiée. Elle pouvait être configurée pour tout moteur de 4 à 12 cylindres. Le calage d'injection était ajustable de plus ou moins 15 degrés et elle était conçue pour être réparée dans un garage avec des outils ordinaires. Hilborn quitta l'école pour se consacrer entièrement à son activité. Ses parents étaient catastrophés. Dans l'Amérique des années 50, la voie vers le succès passait par l'université, pas par la fabrication de systèmes d'alimentation exotiques dans un garage. Mais les commandes s'accumulaient. Des pilotes étaient prêts à attendre plusieurs mois pour obtenir un de ces systèmes. Il créa Hilborn Fuel Injection en Town. 1954, louant un atelier de 185 mètres carrés à Linwood. Le timing était parfait. La NHRA venait de se structurer pour organiser le drag racing. Les vitesses progressaient rapidement. La différence entre victoire et défaite se mesurait en centièmes de seconde. Les carburateurs avaient atteint leur limite de performance. Tout le monde cherchait un avantage décisif. L'injection Hilborn était cet avantage. En 1955, les voitures équipées de systèmes Hilborn dominaient les pistes de drag racing à travers tout le pays. Mais la validation ultime vint d'Indianapolis. L'Indy 500 était l'événement royal du sport automobile américain. Toute innovation majeure y faisait ses preuves. En 1952, Bill Vukovich avait expérimenté l'injection sur sa voiture à moteur Ophi sans parvenir à la rendre fiable. Trop complexe, trop capricieuse. Hilborn s'approcha de Frank Curtis, le légendaire constructeur de monoplaces Indy, avec une proposition. Laissez-le injecter un moteur Offenhauser pour les 500 miles de 1956. Curtis était sceptique, mais accepta un essai. L'Ophi était un 4 cylindres de 4,4 litres, produisant environ 350 chevaux avec des carburateurs. Avec l'injection Hilborn, il en délivrait 385. Plus important encore, cette puissance était disponible partout dans la plage de régime, sans aucun creux entre 3000 et 7000 tours. Les 500 miles d'Indianapolis, 1956, marquèrent un tournant. Pat Flaherty remporta la course sur une Watson Ophi injectée Hilborn. Sa vitesse moyenne de 204 km/h pulvérisa le record précédent. En 2 ans, toutes les monoplaces compétitives d'Indianapolis utilisaient l'injection Hilborn. L'ère du carburateur à Indianapolis était terminée. Detroit observait avec attention. General Motors développait l'injection Rochester pour la Corvette. Chrysler travaillait sur son système Bendix Electrojector. Mais les deux étaient complexes, coûteux et peu fiables. Le système purement mécanique de Hilborn, lui, fonctionnait. Pas d'électronique susceptible de défaillir. Pas de capteur pouvant se détraquer, juste de la mécanique de précision. L'impact sur le drag racing fut encore plus profond. En 1960, l'injection Hilborn était l'équipement standard en top fuel. Ces piles d'injecteurs caractéristiques émergeant à travers le capot étaient devenues le symbole visuel de la catégorie reine du drag racing. Don Garlits, le premier pilote à dépasser les 270 km/h au quart de mile, accomplit cet exploit avec l'injection Hilborn. Chaque record du drag racing pendant les 2 décennies suivantes impliquait la technologie de Hilborn. Ce qui rendait cette histoire véritablement remarquable,
c'est le profil de son protagoniste. Il n'était pas ingénieur diplômé. Il n'avait pas de financement d'entreprise, ni de budget de recherche. C'était un adolescent qui avait compris un principe fondamental. Les moteurs ont besoin de carburant, et les carburateurs étaient un moyen imparfait de le leur fournir. En appliquant une technologie militaire à la course automobile civile, il avait révolutionné le sport automobile américain. Les spécifications techniques des systèmes de production Hilborn étaient vertigineuses pour l'époque. Le système à débit continu pouvait alimenter entre 2 et 57 litres de carburant par minute. Les injecteurs de port existaient en diamètre allant de 0,5 à 3,2 mm. L'entraînement de la pompe supportait des moteurs montant jusqu'à 10 000 tours par minute. La pression de carburant était réglable de 0,3 à 14 bars. La vanne de dosage offrait 36 positions discrètes pour un réglage fin du mélange. Chaque système était calibré sur mesure pour son moteur spécifique. Hilborn avait développé une formule reliant cylindrée, plage de régime et besoin en carburant à la taille des injecteurs et à la configuration de la pompe. Un moteur de 5 litres tournant à 7000 tours nécessitait des injecteurs de 1,65 mm et une came de pompe numéro 3. Un moteur de 8 litres, limité à 5000 tours, utilisait des injecteurs de 2 mm et une came numéro 5. Ce n'était pas de la conjecture, c'était de l'ingénierie. La réponse du marché fut explosive. Hilborn Fuel Injection passa d'une opération individuelle dans un garage à une entreprise de 50 salariés en 1960. Ils assemblaient 100 systèmes par mois. Chaque système était monté à la main et testé au banc. Le contrôle qualité était fanatique. Un seul système défaillant à Indianapolis ou lors d'une compétition nationale aurait détruit la réputation de l'entreprise. La concurrence tenta de rattraper son retard. Algon, Enderle et Scott lancèrent tous leur propre système d'injection mécanique. Mais Hilborn avait 5 ans d'avance et les meilleurs pilotes du pays comme partenaires de développement. Quand Don Garlitz avait une idée pour améliorer la distribution de carburant, Hilborn la mettait en œuvre. Quand Mickey Thompson avait besoin de davantage de débit pour son Streamliner à 4 moteurs, Hilborn trouvait une solution. L'économie était convaincante. Un système d'injection Hilborn complet coûtait $695 en 1960, l'équivalent d'environ $6500 aujourd'hui. Pour comparaison, un nouveau moteur Ford 312 coûtait $200. Le système d'injection pouvait ajouter 50 chevaux à n'importe quel moteur. Dollar pour dollar, c'était le meilleur investissement performance disponible sur le marché. Mais l'influence de Hilborn allait bien au-delà de la simple production de puissance. Il avait changé la façon dont les pilotes pensaient à leur moteur. Avant l'injection, le réglage consistait à changer les gicleurs en espérant que ça marche. Avec l'injection, le réglage était devenu scientifique. On pouvait mesurer un débit carburant précis, corréler le mélange à la température d'échappement, optimiser pour différentes conditions atmosphériques. La course était devenue autant une affaire de données que de conduite. Les systèmes d'injection avaient également rendu possible de nouvelles configurations de moteurs. Les moteurs suralimentés avaient toujours été limités par l'alimentation en carburant. Les carburateurs ne pouvaient pas fournir assez de carburant pour compenser le débit d'air qu'un compresseur pouvait générer. L'injection Hilborn n'avait pas cette limite. Cela permit les premiers moteurs soufflés et injectés efficaces en drag racing. En 1964, ces configurations produisaient 1500 chevaux, quelque chose d'inimaginable une décennie plus tôt. L'histoire personnelle de Hilborn est tout aussi fascinante. Il n'est jamais retourné à l'école, n'a jamais obtenu de diplôme d'ingénieur. Il a pourtant déposé 23 brevets relatifs à l'injection de carburant. Il a servi de consultant pour Ford, Chrysler et General Motors. Il a été intronisé au Motorsports Hall of Fame. L'adolescent qui avait abandonné le lycée était devenu l'un des ingénieurs les plus influents de l'histoire du sport automobile. L'entreprise sut s'adapter au fil des décennies. Lorsque l'injection électronique émergea dans les années 80, Hilborn l'intégra à ses systèmes. Quand les moteurs turbocompressés devinrent populaires, ils développèrent des solutions spécifiques utilisant la référence de suralimentation. Lorsque les règlements imposèrent l'injection à corps papillon, Hilborn
conçu les systèmes les plus performants de la catégorie. Aujourd'hui, Hilborn Fuel Injection existe toujours basé en Californie du Sud, toujours à construire des systèmes d'injection pour les compétiteurs. Leur catalogue s'étend des systèmes mécaniques vintage pour les dragsters, nostalgie, aux injections électroniques modernes pour les pro-modes. La société née d'un adolescent et de $75 de pièces de bombardier est aujourd'hui le fabricant de systèmes d'injection le plus ancien d'Amérique. Mais revenons à ce moment de 1953. Un gamin de 17 ans avec une éducation glanée dans les junkyards venait d'humilier les pilotes les mieux équipés de Californie. Ces pièces surplus à $75 avaient surclassé des moteurs valant des milliers de dollars. Il avait prouvé que l'innovation surpasse l'investissement, que la compréhension l'emporte sur les dépenses, qu'une bonne idée bien exécutée peut révolutionner tout un secteur. Pensez à l'audace de la démarche. Hilborn avait pris une technologie conçue pour les bombardiers qui avait rasé des villes et l'avait réorientée pour faire aller des voitures plus vite. Il avait vu du potentiel là où les autres ne voyaient que de la ferraille. Il avait résolu des problèmes qui avaient mis en échec des départements d'ingénierie dotés de budgets colossaux. Et il l'avait fait avant même d'avoir l'âge de voter. Le Flathead Fin 8 que tout le monde avait condamné comme obsolète était redevenu compétitif. Non pas grâce à des matériaux exotiques ou à des modifications complexes, mais simplement grâce à une alimentation en carburant correct. Hilborn avait identifié la contrainte et l'avait éliminée. Simple en concept, brillant dans l'exécution. Cette histoire résonne parce qu'elle est fondamentalement humaine. Un jeune homme avec une idée, travaillant dans un garage, qui crée quelque chose capable de changer le monde. Pas de comité, pas de groupe de réflexion, pas d'études de marché, juste un problème qui réclamait une solution et la détermination de la trouver. Les systèmes d'injection Hilborn remportent encore des courses aujourd'hui, 70 ans après que ce premier Flathead a sidéré le monde de la course. Les dragsters vintage équipés d'injection Hilborn sont les plus recherchés du marché des collectionneurs. La silhouette reconnaissable de ces stacks de vitesse est devenue l'icône de l'âge d'or du drag racing américain. Les pilotes modernes qui courent avec une injection électronique, injecteur de 50 cm3 par heure, calage à la milliseconde près, ignorent peut-être qu'ils utilisent des concepts mis au point par un adolescent avec des pièces de bombardier. Chaque fois qu'une voiture de pro stock s'arrache de la ligne avec une alimentation parfaite, elle s'appuie sur les fondations posées par Hilborn. Chaque voiture turbo-compressée fonctionnant avec une cartographie en densité de charge lui doit quelque chose. La leçon ici va bien au-delà de l'injection carburant. Elle parle de voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles, d'appliquer des connaissances d'un domaine pour résoudre des problèmes dans un autre, d'avoir le courage de contester une sagesse conventionnelle avec des solutions non conventionnelles. Stuart Hilborn n'a pas surpassé les pilotes en drag racing parce qu'il était plus intelligent qu'eux. Il les a surpassés parce qu'il avait posé les questions différemment. Pendant qu'ils cherchèrent à améliorer les carburateurs, il avait remis en question leur existence même. Pendant qu'il dépensait des fortunes pour de gros moteurs, lui rendait les petits moteurs plus efficaces. Ce roadster de 1953, avec son injection de surplus militaire, était bien plus qu'une voiture rapide. C'était la preuve que l'innovation n'exige pas des ressources massives. C'était la démonstration que des adolescents peuvent transformer des industries entières. C'était la validation que parfois la meilleure solution se cache dans un cimetière de machines, attendant que quelqu'un ait la vision de reconnaître son potentiel. La prochaine fois que vous verrez un dragster avec ses caractéristiques pile d'injecteurs pointés vers le ciel, souvenez-vous de Stuart Hilborn. Souvenez-vous de ce gamin de 17 ans qui a acheté des pièces de bombardier pour $75 et changé à jamais le sport automobile américain. Souvenez-vous que chaque révolution commence par quelqu'un qui dit « il doit exister une meilleure façon de faire ». Quelle est la solution automobile la plus inattendue qui vous a marqué ? Racontez-le en commentaire. Votre histoire mérite d'être entendue.
Et si cette plongée dans l'histoire du hot rod vous a passionné, abonnez-vous maintenant. Les prochains épisodes explorent d'autres génies oubliés qui ont façonné la course américaine et vous n'en voudrez manquer aucun.